Je vais commencer ma réponse sur la question des médicaments, parce qu'elle a été posée deux fois et qu'elle est une des questions les plus importantes que nous avons devant nous. J'ai dit au début de mon propos que nous étions dans un combat long et difficile, dans un combat mondial, et qu'il y avait à la fois des choses qui renforçaient l'espoir et d'autres qui pouvaient inquiéter. Je crois, en tout cas c'est ce que me disent les sachants, que jamais, ni en France, ni dans le monde, il n'y avait eu autant recours aux services de réanimation. Jamais. Ce qui évidemment suscite des tensions très fortes sur les matériels et les médicaments nécessaires à cette demande, à satisfaire cette demande considérable de soins de réanimation. C'est ce qui explique que dans les domaines sur lesquels nous avons une industrie nationale qui peut pallier ou qui peut répondre à cette demande croissante, nous ayons mobilisé les acteurs. C'est le cas avec des commandes supplémentaires s'agissant des respirateurs à destination des entreprises françaises qui savent les construire. C'est aussi le cas lorsque des acteurs industriels français ont choisi de réorienter une partie de leur production pour répondre à cette demande croissante. S'agissant des médicaments, on l'a dit, pour certaines de ces molécules, la demande mondiale a augmenté en quelques semaines de l'ordre de 2000%. C'est dire que l'ensemble des systèmes vont être soumis à un stress absolument considérable. Pour faire face à cette demande croissante, nous avons choisi d'abord de mobiliser les stocks dont disposent les industriels et dont les industriels doivent disposer sur notre territoire puisqu'il s'agit de produits importants. Nous avons choisi d'organiser un plan national qui permet de grouper l'ensemble des commandes au niveau national et donc d'utiliser la puissance de la commande groupée, ainsi d'ailleurs que la puissance de la diplomatie française lorsque les fournisseurs sont à l'étranger. Et nous essayons de veiller jour par jour à la bonne affectation des molécules et des produits là où c'est nécessaire. Mais je veux dire la vérité, le stress et la demande sont considérables. Et donc là où on avait l'habitude de disposer de stocks de moyen terme, voire de long terme, on se retrouve parfois, c'est vrai, à gérer des stocks de très court terme, ce qui induit un stress supplémentaire de la part pour les équipes soignantes, je le comprends parfaitement, et ce qui oblige à une gestion très fine, très réactive de la circulation des molécules, de la circulation des stocks là où les besoins sont nécessaires, de la mobilisation des stocks lorsque c'est nécessaire. C'est aujourd'hui le sujet sur lequel la concentration est la plus vive et sur lequel nous attachons le plus d'importance, si j'ose dire, dans les décisions qui sont prises et dans les approvisionnements qui sont nécessaires. Donc je ne cache pas la réalité. Nous pouvons tenir, nous avons de quoi tenir durablement, mais comme personne ne sait aujourd'hui combien de temps le pic ou le plateau va durer, nous savons que nous devons faire attention à la gestion de la ressource et nous savons que nous devons augmenter les capacités de production nationales et internationales pour pouvoir répondre à cette demande dont tout indique qu'elle va rester très importante pendant très longtemps. S'agissant de l'utilisation des tests et des diagnostics dans la stratégie de déconfinement, nous avons déjà donné un certain nombre de réponses, mais le ministre pourra l'évoquer. Le président Mélenchon évoque la question de la méthode, du calendrier, du contrôle parlementaire sur les questions relatives au déconfinement. Le contrôle parlementaire, il sera
complet. Si nous sommes ensemble ce soir, c'est parce que, par définition, tous les parlementaires doivent pouvoir poser des questions et le gouvernement doit y répondre en faisant la plus grande transparence sur ce qu'il sait, sur ce qu'il ne sait pas. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je dis au président Mélenchon que je ne sais pas répondre à toutes les questions qu'il pose s'agissant du déconfinement, parce qu'un certain nombre d'éléments nécessaires pour répondre complètement à sa question sont encore inconnus, pas simplement de moi, mais de tout le monde. Et que donc nous devons travailler sur des scénarios envisageables, en ayant toujours à l'esprit que la sécurité sanitaire est première, en ayant évidemment à l'esprit qu'il y a là des questions de liberté individuelle, de liberté publique, des questions aussi d'impact économique. Et donc je ne peux prendre que l'engagement suivant. Nos réflexions sur l'organisation du déconfinement seront soumises au contrôle parlementaire. C'est bien légitime, c'est bien normal, c'est bien utile. Nous le ferons bien entendu. Le calendrier, je ne le connais pas encore, mais nous travaillons d'ores et déjà sur ce sujet. La méthode, ce sera probablement une méthode progressive. Je l'indiquais au début de mon propos, parce que je ne crois pas qu'on puisse imaginer un déconfinement général, immédiat, à une date donnée. Je pense que ce serait prendre un risque sanitaire d'un rebond de l'épidémie et qu'il faut donc que nous puissions affiner cette réflexion. Je le ferai évidemment avec vous. Sur la sécurité des travailleurs, qui est évidemment un sujet très important, car le confinement doit préserver la santé, doit nous permettre de limiter le nombre de cas sévères et le nombre d'admissions en service de réanimation, mais il ne doit pas interrompre la continuité de la nation. Il faut donc que l'activité économique, une activité économique minimale, puisse se poursuivre. C'est évidemment compliqué à organiser, puisqu'il ne faut pas mettre en danger la santé de nos concitoyens, mais c'est nécessaire, car si l'activité économique s'interrompait, à la fin, c'est la santé de nos concitoyens qui serait menacée. Parce que les chaînes d'approvisionnement ne fonctionneraient plus, parce que les pénuries se multiplieraient, et que nous nous retrouverions dans une situation plus délicate encore. C'est la raison pour laquelle, au ministère du Travail, et en bonne intelligence avec l'ensemble des acteurs économiques, nous essayons de construire des guides, des bonnes pratiques sur la façon d'organiser les méthodes pour respecter la santé, pour évidemment garantir la sécurité sanitaire de nos concitoyens. Cette discussion, elle doit aussi intervenir dans les entreprises. Et on observe que dans de très nombreuses entreprises, c'est par une discussion entre les organisations syndicales et la direction qu'ont pu être définies les bonnes méthodes de fonctionnement peut-être un peu moins intenses dans certains endroits, parfois un peu plus intenses dans d'autres, qui permettent de garantir la poursuite de l'activité économique. Nous serons évidemment très attentifs à ce que ces guides soient distribués, à ce qu'ils puissent être mis en œuvre. Et c'est la raison pour laquelle nous avons engagé la production de masques alternatifs. Car nous avons souhaité faire en sorte qu'à côté des masques chirurgicaux et des masques FFP2 qui sont à la disposition des soignants et qui doivent être à la disposition des soignants, et je rappelle, y compris les recommandations de l'OMS qui disent que la priorité, c'est d'équiper en masques les soignants, et parce que nous voulons garantir que les masques FFP2 et chirurgicaux seront disponibles pour les soignants dans la durée, que nous avons encouragé vivement l'industrie française à produire des masques alternatifs, des masques qui s'appellent les masques de catégorie 3 et de catégorie 4, qui sont des masques en tissu, mais qui répondent à des spécifications de production et d'usage qui permettront de garantir la sécurité de tous ceux qui travaillent avec ces masques, mais qui ne sont pas en contact, comme les soignants, avec un très grand nombre de malades. Ces masques, ils ont été testés, ils sont testés notamment par la DGA, par l'APAV, par l'Institut français du textile et de l'habillement. Nous avons aujourd'hui, je vous donne les chiffres au 30 mars, au début nous peignions nous avions parfois du mal à trouver les entreprises industrielles qui voulaient s'engager en la matière. Aujourd'hui, l'effort national est en train d'être lancé, et ça c'est une excellente nouvelle. 81 prototypes ont été proposés par 45 entreprises qui répondent aux exigences. Nous avons 179 entreprises au total qui s'engagent à la production de ces masques alternatifs, dont certains pourront être lavables au moins 5 fois et permettront donc d'atteindre une capacité quotidienne de production d'1 million de masques d'ici fin avril. C'est aussi avec ces masques que nous allons pouvoir faciliter le retour au travail, le déconfinement, la poursuite de l'activité économique, puisqu'il s'adresse à ceux qui ne sont pas soignants. Il y a là quelque chose qui est en train de fonctionner, et je peux même indiquer qu'un certain nombre d'autres pays nous demandent
comment est-ce que nous avons testé et certifié ces masques. Et évidemment, nous sommes à leur disposition. Mais l'important, c'est d'augmenter la production nationale. Et je le dis au président Mélenchon, augmenter la production nationale, ça ne passe pas nécessairement par la réquisition ou par la nationalisation. Quand il faut réquisitionner, nous le faisons. Nous l'avons fait sur les masques au début du mois de mars, pour éviter que la production nationale et les stocks ne partent à l'étranger. Car nous savions qu'il nous fallait garantir un stock minimal de façon à pouvoir servir les soignants. Donc lorsqu'il faut réquisitionner, nous le faisons. Mais nous savons également que la réquisition, le cas échéant la nationalisation, désorganise parfois les flux de production. Et qu'il faut donc vérifier que nous n'allons pas, pour répondre à ce qui est parfois un souhait, je ne dirais pas idéologique, parce que je ne voudrais pas frapper le président Mélenchon, mais enfin, que l'important, c'est l'effet obtenu beaucoup plus que la solution juridique, nationalisation ou réquisition. Et il nous paraît, l'exemple des masques en textile l'illustre, que sans réquisitionner, sans nationaliser, on peut mobiliser le tissu productif national et obtenir des résultats qui sont intéressants. Je voudrais m'associer à la remarque du député d'Harryville sur le courage avec lequel notre pays fait face à cette période. Dire que le confinement est dans l'ensemble très bien respecté par nos concitoyens. C'était une question du président Vigier. Dire que c'est vrai, un certain nombre de nos concitoyens prennent parfois des latitudes coupables avec les consignes qui sont des consignes collectives. Certains disent que dans tel ou tel quartier, dit souvent difficile, on ne respecterait pas correctement les consignes de confinement. Je peux attester que dans beaucoup de quartiers dits difficiles, on les respecte très sérieusement. Je peux dire aussi qu'un certain nombre de nos concitoyens ont pensé, je ne veux accuser personne, mais néanmoins je veux le souligner, ont pensé que aller dans sa résidence secondaire était souvent une bonne façon de passer le confinement. Je ne suis pas sûr que, ce faisant, ils aient permis de contenir la circulation du virus là où c'était nécessaire. En tout état de cause, je veux le dire, ces consignes de confinement doivent être respectées. Le ministre a eu l'occasion de dire au Sénat aujourd'hui que le virus ne partait pas en vacances. Le confinement, ça ne sont pas des vacances. Et donc, nous le disons très clairement, on ne peut pas changer de lieu de confinement pour trouver la période plus facile ou moins longue. L'objectif, c'est de limiter la circulation du virus, et c'est à ce prix que nous allons sauver notre système hospitalier de l'embolie et de la saturation, et donc que nous allons sauver un nombre considérable des vies de nos concitoyens, et notamment des plus fragiles. Il faut donc respecter très sérieusement, partout, les règles relatives au confinement. Je me permets de faire passer ce message. Le président d'Harryville, le député d'Harryville, j'anticipe peut-être, mais le député d'Harryville a évoqué la question de l'après, des débats sur les modes de production, sur l'organisation de la société. On en parlera le moment venu. Je suis certain que le débat sera vigoureux et intense, et tant mieux. Je ne crois pas que ce soit maintenant le moment de rentrer dans ce débat, mais je suis certain qu'il le fera vivre. Enfin, pour répondre au président Legendre sur la question importante de l'engagement citoyen, lui dire qu'avec le secrétaire d'État Gabriel Attal, nous avons en effet essayé de mobiliser le secteur associatif, toute la société civile, autour des missions d'aide alimentaire, de garde d'enfants, de garde exceptionnelle d'enfants des personnels soignants, du lien, notamment du lien téléphonique avec les personnes fragiles isolées, et puis de la solidarité de proximité pour aller chercher les médicaments ou les produits alimentaires pour gagner en efficacité. Vous avez cité la plateforme jeveuxaider.gouvernement.fr que chacun peut retrouver sur le site du gouvernement. Je voudrais dire que l'élan des Français est assez admirable et qu'il faut le souligner. On compte aujourd'hui 230 000 inscrits sur cette plateforme d'accompagnement, d'engagement citoyen. C'est évidemment une façon d'aider nos concitoyens, de s'engager, qui est très respectable, très utile, et que je veux souligner. Je sais que le ministre dira un mot de la réserve sanitaire, qui est une autre logique, mais qui est également le signe d'un engagement citoyen tout à fait exceptionnel. Monsieur le ministre, pour compléter cet ensemble de réponses. Pour compléter, comme y invite le Premier ministre, sur la réserve sanitaire. 40 000 inscrits dans la réserve sanitaire.
À date du 1er avril, 4692 jours travaillés de missions déjà réalisées par la réserve sanitaire. Demain, pour vous citer un exemple, 22 réservistes partiront pour la Guadeloupe. La réserve sanitaire est aussi très importante pour les territoires ultramarins. À côté de la réserve sanitaire, il y a des dispositions mises en place par des territoires. L'Île-de-France l'a fait avec sa plateforme Renfort Covid. Et enfin, sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé, et j'en profite, pardonnez-moi, pour faire un appel public à tous les médecins, les infirmières, les soignants qui pourraient nous regarder, je leur demande d'envisager très sérieusement de s'inscrire dans les dispositifs de réserve qui leur sont ouverts. Si des soignants, notamment dans le domaine de la réanimation et de l'anesthésie-réanimation, souhaitent rejoindre l'Île-de-France ou le Grand Est, ils seront évidemment transportés dans les territoires, logés, nourris, pris en charge de A à Z. Je crois que les régions qui font face à l'épidémie avec beaucoup de courage, avec beaucoup de détermination, ont vraiment besoin du renfort de tous les soignants disponibles sur le reste du territoire national. J'en profite pour faire cet appel. Juste pour aborder rapidement la question de l'entreprise Famar, dont il a été question, et il en est question régulièrement, cette entreprise de 250 salariés qui est en redressement judiciaire depuis le mois de juin, qui produit non pas de l'hydroxychloroquine, qui est la molécule dont il est souvent question, mais de la chloroquine, qui reste néanmoins un antipaludéen tout à fait indispensable, et qui produit aussi d'autres médicaments, dont certains sont très intéressants dans les maladies virales potentiellement. Vous assurez que nous regardons de très près toutes les conditions de reprise. Il y a des pistes de reprise pour cette entreprise. Et enfin, j'en profite pour saluer une grande entreprise française qui travaille nuit et jour pour être capable de produire tous les médicaments essentiels. L'industrie pharmaceutique est volontiers pointée du doigt. J'aimerais qu'elle soit pointée de façon positive et je remercie notamment l'entreprise Sanofi qui est active en permanence sur notre territoire et ses salariés qui continuent de venir au travail pour produire les médicaments essentiels pour les Français, parmi lesquels des médicaments dont on espère qu'ils apporteront une réponse dans le cadre de l'épidémie qui nous occupe. Merci, Monsieur le Ministre.